Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques par cabinet d'avocat Lando Associés pour VK. On va parler des pactes financiers et fiscaux dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec un nouveau tribunal, d'autres l'avaient déjà dit, qui nous dit que le congé menstruel des autorisations spéciales d'absence à cette occasion-là serait illégal. Et la Cour de cassation donne des précisions sur ce que sera une enquête interne recevable qui travaillerait sur des questions de harcèlement sexuel ou moral. Ce qui veut dire que si pour des agents de droit privé, il faut appliquer ce mode d'emploi, mais il pourra servir également de source d'inspiration pour les enquêtes internes dans le monde des agents de droit public. Et puis le comité de consultation de l'action sociale doit être consulté sur les orientations de répartition des crédits, nous dit le Conseil d'État. Plus surprenant et moins fréquent, le Conseil d'État a reconnu en matière de fonction publique un cas d'acte inexistant, au sens de l'arrêt classique Rosan-Girard, c'est-à-dire un acte qui n'est pas selon loi. Il a jamais existé, et ce qui a beaucoup de conséquences en termes d'indemnisation des agents, en termes de délai de recours, etc. En l'occurrence, inexistence de la décision d'un président d'un CASDIS, d'un conseil d'administration de SDIS, qui passe outre le refus du ministre de l'Intérieur, ce qui est logique puisqu'on est sur un acte de codécision. Conseil d'État toujours, le cachet de la Poste ne faisait pas foi pour les recours contentieux. Puis, le juge avait estimé que finalement, on s'aligne un peu sur ce qui se passe aussi sur télérecours, dans les quelques cas où on peut encore faire des contentieux par voie papier, et hors délai particulier comme l'électoral, c'est le cachet de la Poste qui fera foi. Ça vient d'être étendu, et c'est loin d'être un détail, pour les recours administratifs, recours hiérarchiques, recours gracieux. Conseil d'État, 30 juin, arrêt important qui va changer un certain nombre de choses dans vos procédures. Bon, vous le savez, en termes d'adaptation, vous avez aussi l'adaptation à tous ces lieux où il faut désormais faire respecter l'interdiction de fumer, abribus, parcs, jardins, plages, abords, etc., de certains équipements publics. À ce sujet, un décret a été adopté et le ministère de la Santé a diffusé tout un kit avec une FAQ, des affichettes, etc. Voici ici le lien. Une loi a été publiée au JO sur la lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques, avec beaucoup de cas particuliers, mais des règles un peu par défaut, comme quoi, dans un certain nombre de cas de fraude, il y a possibilité de ne pas donner d'aide ou de suspendre, voire tenter de récupérer celle-ci. En matière de sécurité, l'AMF propose que les maires puissent choisir eux-mêmes d'élargir ou pas les prérogatives judiciaires de leurs policiers municipaux, et Intercommunauté de France a diffusé un document fait avec la gendarmerie nationale qui est intéressant. Donc deux sources à deux angles très différents mais complémentaires. En matière d'accessibilité, voire une circulaire interministérielle importante, notamment si vous êtes du côté de l'État. Et puis l'ETA de Limoges nous dit que quand on stocke des pneus, c'est encore des déchets, et même si on prétend, ou même si on a donné ceci à gérer par une entreprise, ça reste le propriétaire des déchets, on reste bien le gestionnaire et doit s'occuper de tout ceci, ce qui est classique, mais c'est intéressant de le rappeler. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier, pactes financiers et fiscaux et autres accords financiers entre communes et PCI, le point de vue de l'AMF, car notre cabinet a croisé à plusieurs reprises les actions de l'Association des maires de France sur ces questions-là, et on a trouvé que, en complément de ce que font les consultants financiers, nous étions sur des choses très intéressantes, et on a voulu poser des questions à monsieur Alexandre Huot, que je salue. Bonjour. Bonjour. Première question, monsieur. On parle toujours de PFF, mais en fait, il y en a plusieurs types. Obligatoires, pas obligatoires. Les contenus eux-mêmes sont variés. Et d'ailleurs, d'une manière générale, conseillez-vous d'en conclure, même lorsque cela est facultatif? Tout à fait. Effectivement, il existe trois types de pactes financiers fiscaux. Le premier, c'est quand il est obligatoire, entre guillemets. C'est dans le cadre d'une communauté où une commune serait concernée par un contrat de ville, où là, l'intercommunalité doit créer un pacte financier fiscal qui comprend des mesures d'aide favorable et de solidarité envers notamment ces communes. Mais ce ne sont pas les pactes auxquels aujourd'hui je fais le plus référence, parce que dans le cadre des missions de conseil de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, nous sommes beaucoup saisis par des élus de communautés qui ont deux types de pactes quand ils sont facultatifs. Le premier, c'est les pactes financiers fiscaux de projet.
C'est-à-dire que les élus ont un projet, hein, ils se sont concertés, ils ont un besoin d'investissement ou le besoin de développement d'une compétence. Et ils essaient d'arriver à leur projet en enjambant toutes les contraintes actuelles, hein, qui sont des contraintes de perte d'autonomie fiscale, de hausse de besoins de financement. Et donc, de ce fait-là, ces communautés essayent d'utiliser tous les outils disponibles à leur disposition pour arriver à leur projet. Et ça, ce sont des beaux pactes financiers fiscaux parce que voilà, c'est vraiment pour mener des projets. Malheureusement, ce qu'on voit se développer aussi de plus en plus à l'Association des maires de France, c'est les pactes financiers fiscaux de sauvegarde. C'est-à-dire des communautés, souvent des communautés de communes, hein, qui nous saisissent et qui sont malheureusement en plein effet de ciseaux. Vous savez, les recettes qui baissent, les charges qui augmentent. Souvent, ce sont des communautés qui, par exemple, ont pris la DGF bonifiée à une certaine époque, c'est-à-dire des communautés de communes qui ont pris plus de compétences et qui sont passées sous le régime de la fiscalité professionnelle unique, qui ont pris beaucoup de compétences pour avoir cette petite bonification de DGF qui n'existe plus, et qui aujourd'hui se retrouvent complètement qui croulent sous les charges parce que la prise de ces compétences leur coûte très cher. Les attributions de compensation dans ces intercommunalités étant figées, les charges étant prises à un instant T et ont beaucoup augmenté, hein, notamment suite à l'inflation qu'ont connu les élus dans leurs dépenses. Et c'est pour ça que leur choix, c'est simple, hein, c'est soit on arrête d'exercer des compétences, soit on essaie de les maintenir. C'est pour ça que je parle de pacte de sauvegarde. Mais pour ça, on essaie de faire contribuer tout le monde. On essaie de remettre à jour, entre guillemets, la contribution de chacun au regard de ce qu'on souhaite continuer d'exercer comme compétence, comme maintien du service public. Et donc, ces pactes-là, c'est vraiment un travail que doivent mener les élus, travail fort, hein, parce que c'est quand même des sujets qui sont très complexes, mais qui sont indispensables parce que l'avenir des finances locales est plus qu'incertain, et les élus, en se mettant autour d'une table et en discutant entre eux, n'imaginent pas la force que ce travail peut avoir et l'amélioration que ça peut apporter dans leur organisation. Les outils peuvent en être très divers, hein, assez libres ou non. Donc, fonds de concours dans un sens ou l'autre, DSC, accords sur l'OFPIC, etc. Quels sont vos conseils à ce propos? Et évidemment, au-delà du premier conseil, qui est de s'informer à ce sujet. Tout à fait. En fait, le pacte financier fiscal n'a pas vraiment de valeur juridique, hein. C'est juste un document qui va organiser des mesures prises concrètement par les communes pour améliorer les finances de l'intercommunalité. Donc moi, si on veut imager ça, on peut imaginer toute l'intercommunalité et les communes comme un gros moteur. Et pour faire mieux tourner ce moteur, il existe plein d'outils, comme vous l'avez dit, hein, les attributions de compensation, la dotation de solidarité communautaire, etc., qui peuvent être des outils qui améliorent, qui font mieux tourner ce moteur. L'attribution de compensation, le conseil que je donne, c'est que, étant donné que ce sont des montants figés qui n'évoluent qu'en cas de transfert de charge, la loi permet quand même une révision libre qui demande un accord important parce qu'il faut que chaque commune concernée soit d'accord. Par contre, c'est un outil qui est très intéressant parce que ça peut être mené à n'importe quel moment. On peut faire une révision libre pour un pacte financier fiscal et pas forcément pour un transfert de charge. Et en plus, ça peut ne concerner qu'une ou plusieurs communes. On n'est pas obligé de concerner toutes les communes de l'intercommunalité. Et donc, on peut effectivement essayer moi c'est ce que je fais régulièrement, c'est d'essayer de conseiller aux élus de constater le décalage entre l'attribution de compensation qui devrait exister aujourd'hui si l'intercommunalité était créée au 1er janvier 2025, par exemple. C'est-à-dire d'aller voir, d'aller reconstituer selon les termes de la loi quelle serait l'attribution de compensation théorique de cette communauté et de regarder par rapport à l'existant. On constate dans tous les cas qu'il y a un décalage énorme entre, par exemple, ce que verse une intercommunalité en attribution de compensation et ce que, en fait, elle devrait percevoir parce que les charges ont tellement augmenté qu'on se rend compte qu'il y a un décalage énorme. Donc l'attribution de compensation libre, c'est un outil qui est hyper intéressant pour ça, parce qu'il permet de rectifier ces problèmes-là. Petite alerte cependant, toute évolution d'attribution de compensation aura un impact sur la DGF de l'intercommunalité. Je ne vais pas développer parce que c'est trop long, mais il faut bien avoir ça en tête. Les attributions de compensation font partie du calcul du coefficient d'intégration fiscale et donc a un impact direct sur les
sur la dotation d'intercommunalité. Pour faire très simple, plus une intercommunalité verse l'attribution de compensation aux communes, moins le CIF, le coefficient d'intégration fiscale, sera fort et plus la dotation d'intercommunalité sera pénalisée. Ça, c'est pour la DGF Interco. Mais les attributions de compensation ont aussi un impact sur les dotations des communes. Et ça, c'est très important quand si une communauté se souhaite de faire évoluer ses attributions de compensation. Il est très important de bien mesurer ces impacts parce que quand une commune perçoit beaucoup d'attributions de compensation, c'est perçu comme une richesse fiscale au regard des critères financiers, comme le potentiel fiscal par habitant, par exemple. Et ça peut, dans certains cas, moi ça m'est déjà arrivé dans un cas extrême, hein, où une communauté de communes souhaitait verser 40 000 euros de plus d'attribution de compensation à une commune, parce qu'elle accueillait une très grosse entreprise qui qui impliquait des nuisances, hein, des voiries qui se dégradaient beaucoup plus vite, des nuisances sonores, de la pollution, etc. Et donc le conseil communautaire était d'accord pour donner plus d'attribution de compensation. Mais quand on intégrait ces montants supplémentaires dans leur potentiel fiscal, on se rendait compte que cette commune perdait l'éligibilité à la part cible de la dotation de solidarité rurale. Donc pour un gain de 40 000 euros, elle aurait perdu 170 000 euros de DSR. C'est très technique ce que je dis, mais ce qu'il faut garder de ça, c'est attention, toute évolution des attributions de compensation ont des impacts sur la DGF des communes et de l'Interco qu'il faut mesurer. Il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus, entre guillemets, souples dans le cadre d'un impact financier fiscal, qui n'ont pas d'impact sur les dotations. C'est par exemple la révision du FPIC, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce sont des montants dont vous êtes notifiés au courant du mois de juin, avec une notification préfectorale qui arrive au courant de l'été et qui vous donne un montant de répartition entre les communes et l'intercommunalité. Cette répartition de droit commun, donc du reversement ou de la contribution selon le cas, peuvent faire l'objet de répartitions différentes. C'est-à-dire que les élus peuvent se mettre d'accord pour attribuer plus à l'interco ou plus aux communes, ou en tout cas de trouver des solutions de répartition libre. Et ça, c'est un outil qui devrait être beaucoup plus connu parce que ça n'a pas d'impact sur les dotations, à l'inverse de l'attribution de compensation. C'est pareil pour les fonds de concours. Les fonds de concours, c'est un outil très souple, hein, qui n'ont pas d'impact sur les autres critères financiers fiscaux. La dotation de solidarité communautaire, hein, vous en parliez, effectivement, c'est un outil de solidarité qui est très intéressant, qui a malgré tout aussi un impact sur les dotations parce que 50% des dotations de solidarité communautaire sont prises en compte dans le calcul du fameux coefficient d'intégration fiscale. Et donc, plus on verse de DSC aux communes, moins son CIF est élevé. Mais malgré tout, ça reste un très bon outil de distribution. J'attire votre attention sur la DSC. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que depuis 2020, il y a des nouvelles règles de répartition. Les dotations de solidarité communautaire doivent répondre à des règles plus strictes qu'auparavant. Et donc, n'hésitez pas à bien vous renseigner sur cette répartition. Nous avons un simulateur sur le site de l'AMF qui vous permet de regarder ce que ça doit donner, mais désormais, la DSC doit répondre à une répartition qui est presque comme celle des dotations, en fonction de critères comme le potentiel fiscal, le revenu par habitant, etc. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec la DSC. Il existe aussi des reversements de fiscalité, comme le partage de la taxe d'aménagement, le partage du foncier bâti perçu par les communes sur les zones d'activité, le partage des IFER photovoltaïques ou éoliens. Les communes désormais en ont une part obligatoire, mais il est possible pour les communes de reverser davantage à l'Interco. Et puis il y a bien sûr tous les sujets comme la mutualisation et les services communs qui peuvent être des choses à mettre dans un pacte financier. L'objectif étant d'utiliser tous ces outils, parce qu'ils peuvent tous être mêlés, pour essayer d'atteindre l'objectif. L'objectif que je constate souvent, qui est de redonner des marges de manœuvre financières aux communautés de communes, notamment aux communautés d'agglomération, pour conserver des services ou au moins maintenir le même niveau. Et les services dont je vous parle, hein, qui sont en grande difficulté aujourd'hui, c'est ceux qui coûtent cher et qui rapportent pas beaucoup, entre guillemets. Ça peut être évidemment la voirie, tout ce qui concerne la petite enfance. Je vois beaucoup de communautés de communes qui ont eu des hausses de charges énormes sur le sujet et qui souhaitent le maintenir, mais qui ont besoin de financement pour ça. Ça peut être les CIS, comment dire, sur l'aspect social, l'action sociale des intercommunalités. Sur beaucoup de sujets, les communautés cherchent des marges de manœuvre pour essayer de fonctionner, ou en tout cas se remettre dans de bons rails, notamment à compter de 2026, au moment du renouvellement.
étant donné que dans le cadre de cette période complexe où on n'est pas certain que toutes les compensations fiscales d'impôts supprimés soient indexées, où on ne sait pas si la DGF va diminuer ou non, enfin, dans cette incertitude, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à tous ces outils. Vous pensez que les collectivités doivent s'auto-organiser, notamment fin 2026, quand les nouveaux élus auront commencé à prendre leur marque? Certes, mais vous dites que c'est d'autant plus important que l'État est en situation d'instabilité politique et financière. Et cette seconde affirmation, complémentaire de la première, interroge plus. Qu'en est-il et avec quelles conséquences concrètes? Tout à fait. Il faut absolument que les élus prennent conscience de l'existence de ces outils, qui se forment, parce que ça c'est très important, parce que c'est dans le cadre d'une bonne transparence de toutes ces informations, de toutes ces possibilités, qu'ils vont pouvoir négocier et se mettre ensemble. Et c'est vrai que l'aide que peut leur apporter l'État est forte, hein, mais dans les contraintes, je veux dire, dans le contexte très contraint des finances publiques, on peut craindre que de nombreuses mesures restrictives viennent pénaliser les collectivités, hein, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est vraiment indispensable qu'au début du mandat, parce qu'évidemment, un pacte financier fiscal qui serait négocié maintenant n'aurait pas un grand intérêt parce qu'on n'est pas certain que les élus soient les mêmes en 2026. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pacte financier fiscal n'a pas vraiment de valeur parce que il faut ensuite passer aux actions concrètes. C'est-à-dire que si dans un pacte financier, vous prévoyez une révision des attributions de compensation, une révision de la répartition du FPIC, des fonds de concours, ça nécessitera quand même à chaque fois de faire des délibérations en ce sens. Donc les communes vont être au cœur de la réussite du pacte financier fiscal. C'est pour ça que dans ce contexte, dans ce flou, ce manque de visibilité, les élus peuvent se donner une visibilité en essayant de programmer des projets ou des investissements et d'essayer de les financer ensemble. Ou en tout cas, le projet, si c'est pas forcément un équipement, ça peut être au moins le maintien des services qu'ils souhaitent rendre à leur population. Et ça, c'est une visibilité qu'ils peuvent s'apporter eux-mêmes. En organisant leurs projets, leurs services avec un peu de recul, ils peuvent en tout cas tout faire pour se mettre sur des rails solides et atteindre leur objectif à travers ce fameux pacte financier fiscal. Même si je mesure que c'est très compliqué, que ces sujets sont très complexes et que dans de nombreux cas, les élus devront être accompagnés par du conseil pour y arriver. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci beaucoup. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par Ando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.